Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Vivatech ici à Paris à la porte de Versailles pour On refait Vivatech. Tous les soirs sur la chaîne YouTube de l'émission On refait le Mac, vous retrouvez pour un débriefing complet les grandes tendances de cette édition 2025 de Vivatech 2025 effectivement, et au-delà des grandes tendances de la tech. Une émission spéciale aujourd'hui French Tech, et on va parler beaucoup de souveraineté numérique et intelligence artificielle avec comme invité ce soir sur le stand du Crédit Agricole et du Village Baïsia, Vincent Huguet. Bonsoir Vincent, vous êtes le CEO et cofondateur de Malte, plateforme leader du freelancing en Europe. Bonsoir, merci de votre invitation. Et vous allez être dans quelques minutes sur la scène de Vivatech à l'invitation d'Emmanuel Macron. On va revenir sur on va anticiper les annonces présidentielle ce soir. Pour nous en parler justement des annonces et pour les commenter à mes côtés, Paul Midi, vous êtes député Renaissance de Paris-Saclay et membre du Conseil national du numérique. Bonsoir Paul. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. En plateau également, à mes côtés, notre hôte qui accueille ce beau plateau, ce beau studio d'On refait Vivatech, le maire du village Baïsia à Paris, monsieur Emmanuel Papadach et Stéphanopoli. Bonjour Emmanuel, ça va bien? Bonsoir Olivier, merci d'avoir prononcé mon nom correctement. Oui, c'est cette famille. Allez, on enchaîne de suite avec notre première séquence de cette émission que vous allez retrouver tout au long de la semaine. Et la première séquence, ça s'appelle « Ça s'est passé à Vivatech ». Ça s'est passé à Vivatech, c'est le jour J pour Vivatech aujourd'hui, le salon dédié à l'écosystème de la tech. Le salon numéro 1 en Europe, voire numéro 1 dans le monde, si on l'en croit. Le fondateur du salon, Maurice Lévy, Emmanuel. Oui, alors, tu sais Olivier, dans le monde des startups, on est toujours numéro 1 de quelque chose. C'est même le fondement même de l'écosystème startup. Mais là, je pense que c'est vrai. C'est vrai parce que, et on en reparlera ce soir, Paris est devenu une des places fortes des startups et la France également. Mais c'est vrai aussi parce que on est tous au milieu de ce salon-là ce soir. Et en fait, c'est à peu près un tiers à 25% des startups de France qui sont présentes ici. Et autour d'elles, elles agrègent des investisseurs, des grands corporates qui viennent pour comprendre l'écosystème, des journalistes, et puis aussi des personnes qui viennent découvrir ce monde qui prend une taille significative et de plus en plus importante dans notre vie de tous les jours. Un salon qui prend de l'ampleur d'année en année, près de 165 000 visiteurs, 3 500 exposants, 400 conférenciers dont 50% seront des femmes, c'est important de le souligner, 350 entreprises, 2300 journalistes. Et rappelons que les 3 premiers jours pour notre audience sont réservés aux professionnels et le samedi et la journée grand public. Donc on vous invite, si vous êtes du grand public, à venir dans les travées ici à la porte Versailles du salon Vivatech et venir nous voir. Il y aura une émission spéciale d'On refait le Mac samedi prochain. Les grandes thématiques, quelles sont les grandes thématiques de cette année, Emmanuel, sur Vivatech? Alors, sans surprise, parce qu'en fait c'est des secteurs qui sont en très forte croissance dans notre écosystème. Vous allez retrouver l'intelligence artificielle. Mais derrière ce mot, il faut faire attention, il y a beaucoup de sous-dimensions et de sous-activités extrêmement riches, soit spécialisées, soit généralistes, et différents types d'intelligence artificielle. Il y a un très très gros sujet sur tout ce qui est cybersécurité et informatique en général. L'actualité nous montre à quel point la cybersécurité est important. Et puis il y a une trend très massive et dont on va parler beaucoup pendant ces 4 jours, c'est la santé et la longévité. La France, on est des pionniers dans la médecine depuis plus d'1 siècle et demi, et en fait la tech participe à cet essor de façon très forte, et on le voit aujourd'hui là depuis le début de ce salon. Et puis il y a bien sûr le futur du travail. Voilà, donc nos amis de Malte pourront l'expliquer beaucoup mieux que nous et que moi, mais effectivement il y a une nouvelle manière de travailler qui est en train d'éclore en France, et à Vivatech, on voit cette tendance très fortement s'exprimer. Autant de thématiques que vous allez retrouver au quotidien dans On refait Vivatech. Demain, on aura une émission spéciale santé. Soyez au rendez-vous, vous allez voir, il y aura plein de surprises. Et puis vendredi, une émission spéciale sur l'IA responsable. Et samedi, une émission sur le luxe et la tech, tout un programme. Vincent, Paul, vos réactions à ce succès, j'allais dire populaire, même si c'est une journée professionnelle. Ne fût-ce que pour venir sur ce stand, ça a été très compliqué de se frayer un chemin, messieurs. Oui, non mais moi je pense que j'étais aux premières éditions de Vivatech. Je me souviens aussi des éditions Covid, alors qui étaient passées online, et puis celles juste après où il n'y avait pas grand monde. Et là c'est vraiment impressionnant, je viens d'arriver et c'est très très dense effectivement.
On mesure le chemin parcouru depuis la première édition à l'initiative de Maurice Lévy, Paul. Oui, puis là, on est dans la première journée, mais je pense qu'on est sur une très très belle édition. Je n'ai pas les chiffres, mais effectivement, rien qu'en voyant le monde dans les couloirs, dans les allées, je pense qu'on va avoir une très belle édition. Je vois beaucoup d'enthousiasme. Et puis, vous savez, le pays qui est mis à l'honneur, c'est le Canada cette année. Et on voit qu'ils ont la pêche et qu'ils sont très contents d'être là. Et on est très contents de les avoir. Si on se reporte, on va faire un petit bref historique tout à l'heure de la French Tech ensemble, si vous voulez bien. Mais si on se reporte 12 ans en arrière, hein, la French Tech a 12 ans, presque autant que Malte. Il y avait beaucoup de scepticisme à l'origine au lancement de la French Tech et aussi de Vivatech. Oui, dès qu'on essaie de transformer, d'améliorer les choses, il y a toujours du scepticisme. C'est pour ça qu'il faut qu'on se batte et qu'on se batte collectivement. Donc on y reviendra, je ne rentre pas peut-être dans tous les détails, mais le chemin qui a été parcouru ces 10 dernières années par la French Tech et par notre écosystème d'innovation en général, il est exceptionnel et il est très enthousiasmant. Et moi, je pense qu'il faut qu'on se projette dans les 10 prochaines années. On a beaucoup de défis, mais je crois qu'on en parlera un peu plus tard dans l'émission. Alors le fait du jour, Emmanuel, c'est la venue bien sûr du président de la République, Emmanuel Macron, qui a préparé une série de mesures dont on connaît déjà la teneur, notamment autour de l'enjeu de la souveraineté. Si tu veux nous en dire un mot. Oui, en fait, la tech est devenue tellement importante dans notre vie du quotidien qu'on ne peut plus se priver d'avoir à l'échelle européenne, à l'échelle française, des acteurs dont on dépend en fait. Donc c'est sûr qu'au-delà de ce miracle français de la tech, l'idée c'est d'avoir des solutions à l'échelle européenne. Et puis il y a l'actualité, hein, bien sûr, l'actualité notamment d'un point de vue défense. On a besoin en fait que l'ensemble des activités économiques participent à notre souveraineté et la tech a fait des avancées assez significatives. Hein. Bien sûr, on pense à la cyber, on pense etc. Mais il y a aussi toute l'industrie de l'IA et du drone aujourd'hui qui est en très forte croissance et qui vient en support de ces enjeux de souveraineté. Paul, vraiment l'urgence aujourd'hui est celle d'une IA et du cloud en général souverain, hein, vraiment une IA opérée et hébergée en Europe face à une domination qui est essentiellement américaine pour l'IA et même chinoise aujourd'hui. Oui, alors tu en parlais, c'est notre sujet de défense. On a changé d'air, on a changé de monde ces derniers mois et ces dernières années. Je dis ces derniers mois parce que ça a été le meeting entre Trump et Zelensky dans le bureau ovale de la Maison-Blanche qui a montré d'une façon très symbolique et très claire qu'il ne fallait plus compter sur les Américains pour défendre l'Europe et ça n'est plus dans leur priorité. Et donc il faut qu'on se défende nous-mêmes et il faut qu'on avance sur l'Europe de la défense, mais avancer sur l'Europe de la défense, ça veut dire acheter plus de chars, plus d'avions de combat, mais ça veut dire surtout avoir les meilleures technologies. Les armées qui gagnent la paix ou qui gagnent la guerre sont celles qui ont les meilleures technologies. Donc le défi, c'est d'avoir les meilleures IA la meilleure robotique, la meilleure électronique, les meilleurs drones, bien sûr. Et donc on a, en plus de notre enjeu de transition écologique qui était déjà un gros driver de l'innovation, on a un enjeu vital de court terme qui est celui de la défense et qui doit pousser un effort massif européen à la fois de souveraineté et d'être les meilleurs dans les nouvelles technologies. On était dans une position stratégique Europe vis-à-vis des États-Unis ces 80 dernières années où on attendait d'eux un peu qu'ils fassent ça. Maintenant, on est clair qu'il faut en sortir et c'est à nous de faire le job. Vincent, vous êtes un observateur attentif de l'univers de la tech depuis des années, puis vous êtes un acteur français. L'urgence, c'est vraiment de faire venir en France plus de centres de données, du moins en Europe, en s'appuyant sur ce qui serait a priori la force de notre pays, une énergie décarbonée, j'imagine. Oui, c'est notre force, effectivement, en France, et on devrait encore plus insister et aller plus vite là-dessus, sur l'énergie nucléaire. Je pense que sur le sujet de la souveraineté et dans le monde de l'IA, le point numéro 1, c'est où est la data, en fait, parce que les données sont le nouveau pétrole. Donc, si on veut protéger nos données, on doit savoir où elles sont. Et là, effectivement, on doit être plus précis qu'on ne l'était avant. Donc, je crois que cette semaine, pour Vivatech, on lance un rapport qu'on appelle le Maltech Trends, qu'on fait chaque année. Donc, on le sort aujourd'hui. Et on se base sur toutes les recherches qui sont faites sur Malte. 1,3 million de recherches sur l'année dernière. Et ce qu'on voit d'assez intéressant, c'est qu'évidemment, il y a une augmentation multipliée par 3 les recherches sur les sujets liés à l'IA, au LLM, etc. Mais on voit une surcroissance sur les solutions souveraines, qu'elles soient de cloud ou de LLM. Donc Mistral, Scaleway, etc. Donc on voit vraiment qu'il y a un shift depuis Liberation Day. En effet, il y a un vrai shift de conscience et on essaye de regarder au niveau des entreprises comment faire.
Donc c'est un rapport annuel, le Malt Tech Trends, C'est ça. qui est une analyse approfondie de l'évolution du paysage technologique et des métiers, et notamment l'usage du cloud. Et donc vous disiez effectivement qu'il y a un doublement de la demande aujourd'hui en France pour les fournisseurs de cloud, notamment européens. Il y a un triplement sur les recherches liées, les talents qui sont sur des sujets liés à l'IA, liés au LLM, RAG en particulier, qui est la recherche qui croît le plus exponentiellement. Mais on voit effectivement une surpondération des recherches qui sont liées à des technologies européennes. Je vois sur votre étude, parce que j'ai devant les yeux, doublement de la demande des fournisseurs cloud, plus 100% pour Scaleway, et puis pour les demandes, les projets IA ont augmenté de 230% à l'échelle européenne, donc et 170% en France. x3, mais on voit effectivement que Mistral, qui partait de plus bas évidemment, parce que aussi plus récent, croît plus vite que les technologies américaines. Donc, si je comprends bien, l'enjeu est véritablement de voir émerger plus de centres de données dans notre pays, tout simplement. C'est ça qui manque? Oui, c'est de la souveraineté technologique en général et en particulier numérique. Et les le infrastructures. sujet des infrastructures et du cloud, il est très important parce que on avait pris un petit peu de retard qu'il faut qu'on arrive à rattraper. On a des très belles entreprises en France, en Europe, OVH, Scaleway. Et puis là, on a une annonce qui est assez exceptionnelle, qui est l'annonce du jour. Puisque Nvidia et Mistral annoncent un partenariat pour développer Mistral Compute, qui est une offre de cloud IA qui a vocation à prendre une très grande place en France, en Europe et dans le monde entier. C'est l'annonce entre le fondateur de Nvidia, Jensen Huang, et Arthur Mensch, le patron et cofondateur de Mistral, qui donc a dévoilé ça aujourd'hui sur la scène de Vivatech. Concrètement, aujourd'hui, le cloud, et j'ai la nécessité de collecter localement les données. Vous allez voir qu'on a fait un exercice un peu particulier. On a fait un petit micro-trottoir ici dans les travées de Vivatech, et on a demandé à des gens qui sont plutôt des geeks, qui savent que les données, que c'est important, où ils hébergeaient les données. C'est un petit instantané. Regardez. Est-ce que vous savez aujourd'hui où sont stockées vos données sur le cloud et chez quel hébergeur? Oui, chez AWS aux États-Unis. Alors j'utilise Google pour mes mails et pour mes données, mes fichiers. Où est-ce que c'est sauvegardé? Je sais qu'ils ont des serveurs en Europe. Maintenant, est-ce que mes données sont sur ces serveurs-là? Je ne sais pas. J'utilise iCloud de Apple et je pense qu'elles sont localisées aux États-Unis. Oui, aujourd'hui j'utilise Microsoft Outlook, donc mes données sont stockées aux États-Unis, je pense. Moi du coup aujourd'hui j'utilise iCloud et donc mes données sont stockées par Apple aux États-Unis. Aujourd'hui du coup j'utilise beaucoup Google, donc c'est très américain, c'est très centralisé américain. C'est pour ça que je trouve intéressant aussi toutes les annonces qui sont faites autour du fait d'investir en France et de faire des data centers en France et des choses comme ça. En résumé, vous avez bien vu, en faisant un micro-panel là devant les travées de ce studio, 90% des interrogés sont abonnés à des services de cloud américains pour la plupart, et à l'étranger. Il y a une nécessité de faire quelque chose quand même, Emmanuel. Oui, peut-être pour expliquer la tendance que quand on parle d'IA et d'émergence de l'IA, concrètement on parle de quoi? On parle que la plupart des startups qui se créent aujourd'hui en France ont une logique d'IA et donc utilisent l'IA et les données pour fonctionner et offrir un service performant. Plus on a de données, plus c'est performant. Alors c'est ultra caricatural, mais c'est ça. Et donc il y a un enjeu extrêmement important à avoir les données chez nous, disponibles, enrichies, de façon sûre et certaine. Et si vous coupez l'accès aux données, vous coupez l'accès aux fonctionnalités et aux services. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc en fait, ces serveurs, ces storage de données sont un enjeu stratégique lié et très corrélé à l'essor de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans nos services du quotidien. Paul, aujourd'hui 80% des données européennes sont hébergées chez des fournisseurs non européens. On pense à Amazon Web Services, on pense à Microsoft Azure ou encore Google Cloud. En France, les 3 géants US représentent 70% du marché. Alors à la fois, ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez vu que dans le micro-trottoir, il y a une personne qui a dit qu'il n'avait pas encore pris la décision d'héberger son cloud. On est un peu en retard dans les grandes entreprises pour décider d'aller sur le cloud. Du coup, on pourrait le rattraper beaucoup plus vite avec ce cloud souverain. Oui, alors il y a quand même un gros boulot à faire parce que beaucoup des entreprises ont déjà mis leurs données sur le cloud. Mais après, il faut séparer. Il y a des données qui sont très stratégiques et des données très stratégiques, très sensibles, et des données qui sont peu stratégiques. Donc l'objectif qu'on se fixe, c'est évidemment pas d'aller mettre 100% que sur du cloud souverain, européen uniquement, etc. On le choisit bien, il faut bien définir les données qui sont les plus prioritaires, qui sont les plus stratégiques. Et là, il faut que ce soit
dans un cloud de confiance avec les normes Secnum Cloud et on avance sur les législations au niveau européen ou français. C'est à l'Assemblée nationale une loi résilience qui va passer dans les prochaines semaines pour définir sur les institutions les plus importantes, les plus stratégiques, sur le type de données les plus importants, il faut qu'il y ait plus de sécurité et que là, les données, elles soient en Europe. Vincent, le cadre réglementaire européen, c'est aussi un enjeu et une chance pour les entreprises européennes car elles peuvent s'adapter à ce cadre réglementaire. On a vu beaucoup d'innovations IA chez Google, chez Apple, chez d'autres. On n'arrive pas en Europe par rapport à ce cadre réglementaire. Oui, quelque part, ça peut être une protection, des fois c'est un frein, mais justement, pour revenir à ce que disait Paul, ça peut être, je crois qu'il y a des nuances de gris sur là où sont hébergées nos données. C'est-à-dire, ils peuvent être aussi sur des fournisseurs américains, mais qui sont hébergés en Europe sous la législation européenne et pas sous le Patriot Act. Donc ça, je crois que c'est quelque chose que toutes les entreprises, y compris la mienne, regardent depuis longtemps. Pour conclure, peut-être Emmanuel, Paul, il y a aussi une volonté européenne avec la Commission européenne qui est également présente, même si elle n'a pas de stand à Vivatech, de faire vraiment une tech, de la tech une priorité. On pense à un nouveau régime juridique. Vous pouvez peut-être nous dire un petit mot ? Oui, c'est très important. La Commission européenne a sorti son plan Choose Europe for Startup and Scale-up avec une trentaine de mesures, mais il y a notamment une mesure qui est très importante, ce qu'on appelle le 28e régime. C'est-à-dire de donner la possibilité à des entreprises et innovantes en particulier de pouvoir s'incorporer en Europe et d'avoir une incorporation qui marche dans tous les pays. C'est pour ça qu'il y a 27 pays, il y a 27 régimes d'incorporation. On en fait un 28e qui marche partout avec de l'harmonisation fiscale, sociale si on peut, le plus possible. Et ça doit vraiment être un levier qui permet, l'objectif c'est que dans les prochains mois, une entreprise qui a ce 28e régime, en 48 heures, puisse opérer dans tous les pays de l'Union européenne. Donc c'est une étape extrêmement symbolique, importante, pour donner accès à l'entièreté, la profondeur du marché européen dès qu'on est une petite start-up, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on a un marché qui est plus gros que celui des États-Unis. On a 450 millions de consommateurs en Europe, contre 330 millions aux États-Unis. Donc si on arrive à donner une bonne harmonisation et un accès direct au marché, je peux vous dire qu'on peut faire de très très grandes choses. Emmanuel, sachant que le village il s'étend même au niveau européen. Oui, exactement. Aujourd'hui, on a des villages en France, en Italie, au Luxembourg, puis voilà, d'autres pays qui sont en cours d'ouverture. En fait, depuis le début de l'émission, on est extrêmement heureux d'avoir un tissu de PME, parce qu'aujourd'hui les startups, c'est un tissu de PME extrêmement dense, plus de 20 000. Il faut s'en féliciter. Moi, toute ma vie, j'ai entendu on n'a pas assez de PME en France. Bon, bonne nouvelle, on les a trouvés. Mais ce qu'il nous faut maintenant, c'est les grandes entreprises à l'échelle européenne, les futurs EDF, les futurs Renault, les futurs Michelin. Et pour le faire, en fait, je suis extrêmement heureux de voir que parmi les X mesures, certains ne marcheront pas, d'autres tomberont à l'eau, mais je suis sûr que dedans, il y en aura plein qui vont fonctionner. Et on a besoin de ces grands leaders pour tirer le marché par le haut et le faire aller encore plus loin. On est déjà haut, mais on peut encore aller plus loin. Rien ne nous empêche d'être devant les États-Unis, devant l'Asie. Rien ne nous empêche. Voilà en tout cas une piste pour le futur de la French Tech. On va en parler dans un instant, mais d'abord, place à notre deuxième rubrique, la start-up du jour, bien sûr. Chaque jour sur le stand du Village by CA, on va retrouver la start-up du jour qui va être présentée par Julie Uncino du Village by CA Paris et qui va nous présenter une start-up prometteuse afin qu'elle nous fasse un rapide tour d'horizon et ce qu'elle a découvert. C'est toujours une mine Vivatech. Julie, est-ce que vous nous entendez? Quelle start-up souhaitez-vous mettre en avant aujourd'hui? Julie, est-ce que vous m'entendez de votre côté? Vous n'êtes pas loin, du côté du stand du Village by CA, Julie. Alors oui Olivier, je te reçois très bien. Je suis sur le stand de la start-up Somanity et je suis avec Mathieu aujourd'hui, donc qui a pour ambition de créer un exosquelette à moins de 10 000 € pour un ami atteint de sclérose en plaques. Peut-être que Mathieu, tu veux nous en dire un petit peu plus. À quel problème vous vous attaquez aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, le problème qu'on va régler majeur, c'est l'accessibilité pour les personnes atteintes de handicap moteur à certains lieux avec un exosquelette qui permettra pour moins de 10 000 € à n'importe quelle personne atteinte de n'importe quel handicap moteur de pouvoir marcher, courir et prendre les escaliers. Aujourd'hui, ce qu'on va adresser à Vivatech et ce qu'on démontre, c'est la capacité d'un exosquelette de rééducation qui va pouvoir agir sur des personnes qui ont eu des AVC, mais aussi sur des personnes en réanimation ou dans le coma pour réduire les temps de rééducation qu'on va avoir derrière. Merci. Et peut-être un petit peu plus d'informations sur votre stade de développement. Quels sont vos grands sujets du moment ? Alors, le premier sujet, ça reste le financement, comme toujours. Mais on a d'autres sujets aussi qui sont
intrinsèquement liées au développement de l'exosquelette, comme par exemple la validation médicale des dispositifs, les tests cliniques, qui sont nos sujets du moment, puisque pour cette première édition de Vivatech, on présentait un vrai dispositif avec un vrai démonstrateur. On va pouvoir commencer les tests grâce à ça. Et donc, c'est les choses sur lesquelles on doit travailler. Et donc là, on démarre aujourd'hui Vivatech. C'est la première journée du salon. Peut-être quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce salon et comment ça se déroule jusqu'à présent? Alors nous, aujourd'hui, nos attentes au niveau du salon, c'est des fournisseurs, des partenaires. Ça se déroule super bien parce que, comme je disais, c'est la première fois qu'on présente ce dispositif Mark IV à un grand public. On a des super retours de la part des professionnels de santé ou des gens qui peuvent déambuler dans le salon. Et voilà, ce qu'on va attendre, c'est des contacts, parce que c'est vraiment un projet qui est assez communautaire dans la façon dont on le fait. Donc des gens qui veulent bien venir dans l'aventure avec nous. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup Mathieu. Merci Olivier. Je vais te rendre l'antenne. Merci infiniment Julie. On vous retrouve dès demain pour une prochaine start-up du jour. On enchaîne toujours avec le stand du jour. Le stand du jour, il est en cohérence avec le sujet de cette émission et les annonces du président autour de la souveraineté numérique. On a été voir, on a choisi le stand de Scale-Up. Regardez, c'est Aude Durand qui est la patronne de Scaleway, qui est la patronne de cet hébergeur, de ce spécialiste de l'hébergement de données et des calculs pour l'IA. Elle réagit à quelques questions, regardez, et aux annonces du président. Aude Durand, merci pour cette interview improvisée. C'est le stand du jour. Scaleway, qu'est-ce qu'on peut découvrir sur votre beau stand? Alors, Scaleway, c'est le leader européen du cloud public pour l'IA, 100% souverain. Et donc sur ce stand, vous allez pouvoir découvrir toute notre suite logicielle, plateforme as a service, infrastructure as a service, mais aussi tous nos partenaires qui utilisent la stack logicielle de Scaleway et qui proposent des solutions, notamment d'IA, c'est vraiment le thème du stand. Venez pour découvrir l'intégralité des produits que propose désormais Scaleway sur le cloud et qui est aujourd'hui une alternative complètement crédible et 100% souveraine à AWS, GCP, Azure. Vous avez déjà une réponse concrète au souhait présidentiel concernant la nécessité de faire émerger des solutions européennes, un cloud souverain? C'est déjà le cas avec Scaleway? Oui, bien sûr, c'est déjà le cas. On couvre près de 90% des workflows usuels des entreprises, donc on peut vraiment accompagner toute taille d'entreprise dans des stratégies qui se doivent aujourd'hui, je pense, vu le contexte stratégique, d'être multi-cloud. Il faut que toutes les entreprises aient une alternative cloud européenne pour avoir une forme de résilience sur des politiques tarifaires, une autonomie stratégique, une protection des données les plus sensibles. Et cette réponse concrète, elle existe déjà avec Scaleway. Ça a nécessité des investissements particuliers et massifs cette année. Et vous avez, j'imagine, enregistré une croissance importante cette année également. Bien sûr, effectivement, l'année dernière, on a eu une croissance qui dépasse celle du marché, donc plus de 30%. Le besoin de souveraineté s'exprime de plus en plus depuis le début de l'année avec le contexte. Mais au-delà de ce besoin de souveraineté, souvent on dit on va faire de la souveraineté au détriment de la qualité de la technologie. Ce qu'on essaie de démontrer aujourd'hui, à travers ce stand notamment, c'est qu'on n'a pas fait de compromis sur la qualité de notre technologie. Sur l'IA, on a les meilleures solutions, on a plus de 5000 GPU qui sont à destination de nos clients, donc c'est la plus grande plateforme de puissance de calcul dédiée à l'IA en Europe. Donc voilà, c'est la qualité sans compromis, mais surtout avec la garantie de la souveraineté. Merci beaucoup, Aude Durand. Voilà pour le stand du jour. On enchaîne avec l'édito. Chaque jour, Emmanuel Papadacci de Village Bassier à Paris nous prépare un petit édito sur la thématique et tu as choisi au heureux hasard de nous parler de la French Tech aujourd'hui, Emmanuel. Oui, alors écoutez, en France, on adore se flageller, c'est un sport national. Les Américains vont trop vite, les Chinois sont déjà devant, nous on rame. Sauf que non, ou plutôt pas vraiment. La French Tech, elle a 12 ans, c'est l'âge moyen d'un collégien et pourtant, d'après EY et France Digital, c'est 1,3 million d'emplois, 25 000 startups, une croissance qui double tous les 3 ans. Et ça, même après le Covid, l'inflation, la fin de l'argent facile, on a encaissé et on avance. Et ce n'est pas juste une impression, les chiffres le disent. D'après la dernière étude d'Illroom, Paris est aujourd'hui la 4e ville la plus favorable au développement des startups dans le monde. Juste derrière, San Francisco, New York, Boston, devant Londres, bon, on est content quand même, devant Londres, devant Berlin et devant toutes les places asiatiques. Et première en Europe, oui, première. Le problème, c'est qu'on regarde la tech comme un hub de mecs en basket qui lèvent des millions pour faire des apps de livraison. Alors qu'en fait, la tech, elle est partout, dans la banque, le tourisme, l'agriculture, la santé, l'automobile. Elle est devenue la colonne vertébrale de notre économie et elle même, ça ne vaut pas toujours, on la méprise un peu. Et ce qu'on voit encore moins, c'est qu'un tiers des startups françaises adressent des enjeux à impact, pas pour sauver des pandas,
mais parce que le système classique n'a pas su traiter ces défis. Les entrepreneurs ne se manifestent pas, ils construisent. Et oui, la French Tech est jeune, elle est dense, elle est résiliente, elle est ambitieuse et surtout, elle est déjà là. Alors si on arrêtait de la regarder avec condescendance, et peut-être qu'on verrait qu'en fait, elle est notre futur. Le futur de la French Tech, habile transition, Emmanuel, c'est l'objet de notre débat. Neuvième édition de Vivatech, on l'a dit, 12e année de la French Tech, créée le 27 novembre 2013 à l'initiative de Flo Pellerin. 12 ans, c'est également l'âge de Malte. Ça tombe bien, Vincent. Autant dire que la croissance de l'entreprise est étroitement liée, je dirais mêlée, du moins j'imagine, aux actions de la French Tech. Quel regard vous portez sur cette initiative publique et en quoi, dans le cas particulier de Malte, elle a été déterminante ou du moins un facilitateur? Non, mais clairement, quand je me souviens des premières années de notre lancement, on parlait assez peu de start-up. Il y avait un incubateur qui s'appelait Le Camping, je crois, au Palais Brognard. Il n'y avait pas de levée de fonds. Nous, on a fait notre première levée de fonds en 2014. C'était 500 000 euros. Ça relevait quasiment du miracle. On ne voyait pas du tout ça. Et la French Tech, en fait, avec toutes les initiatives ensuite qu'a amené Emmanuel Macron et son gouvernement, ont vraiment permis d'accélérer de façon impressionnante en donnant de la clarification sur le cadre législatif, par exemple sur les BSPCE, sur le statut JUI, en donnant la possibilité à des investisseurs, y compris étrangers, mais aussi nationaux, y compris la BPI, d'investir beaucoup plus fortement dans la technologie, que faire en sorte que des lieux comme Vivatech existent. Voilà, enfin, on est dans un monde complètement différent. Et effectivement, je pense que ça a été un accélérateur pour nous à différents niveaux. En particulier, je vous parle du programme Je choisis la French Tech, qui est un programme assez intéressant puisqu'il parle aux grandes entreprises. Nous, on a des clients comme Crédit Agricole d'ailleurs, des clients dans le service public aussi, qui maintenant, effectivement, choisissent de travailler avec des startups parce que c'est une impulsion qui leur est donnée par le gouvernement et je pense que c'est une bonne chose. Paul, de votre côté, quel bilan vous tirez de ces 12 ans de French Tech? On a un petit peu effleuré le sujet en préambule, avec une année quand même 2025 et même 2024 assez difficile pour le financement des startups. Hein. Moi, je dirais qu'on a eu une trajectoire exceptionnelle, mais qu'on est au milieu du gué. Pourquoi exceptionnelle? Parce qu'il y a franchement 10 ans, il n'y avait pas grand-chose. Tu l'as bien expliqué, il n'y avait pas Vivatech, il y avait très peu de levées de fonds, c'était moins d'1 milliard par an. Il n'y avait pas de licorne. Maintenant, on a 30 licornes, on est monté à plus de 10 milliards d'euros de levée de fonds annuelle. On a Vivatech, premier salon au monde de la tech. Et puis, mais il faut qu'on se projette vers l'avenir. Et il faut qu'on construise les 10 prochaines années en ayant beaucoup d'ambition. Souvent, on sous-estime ce qu'on est capable de faire sur le long terme. Et c'est pour ça qu'il faut bien regarder ce qu'on a fait les 10 dernières années. On a sorti un écosystème de terre. On est passé devant Londres, devant Berlin. On est la capitale de l'innovation de l'Europe. Maintenant, il y a plusieurs choses qu'il faut faire si on peut se projeter bien dans le futur. Il faut qu'on arrive à sortir de terre des géants technologiques d'envergure mondiale, d'origine française et européenne. Priorité. Une big tech européenne. Priorité numéro 1. On est sur le chemin. Il y en a plein face à nous. Regardez dans les licornes. Évidemment, regardez Mistral. Mais regardez par exemple dans le Quantique, Pascal, Candeda, Alice et Bob. J'espère que dans quelques années, ça sera le Apple ou le IBM de demain. Je pourrais en citer beaucoup d'autres. Malte est une entreprise exceptionnelle aussi, déjà très avancée. Donc ça, il faut qu'on arrive à sortir ça de terre. Et c'est l'objectif des 10 prochaines années. Et c'est possible, moi je suis sûr. Par contre, il va falloir qu'on massifie les financements. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler. Allez-y. Il faut par exemple, on n'arrivera pas à sortir des géants tech de terre si on n'a pas de fonds de pension en Europe. C'est ça la grosse arme cachée, la baguette magique cachée des Américains, c'est d'avoir massivement des fonds de pension. C'est 42 000 milliards d'épargne à disposition dans les fonds de pension. En Europe, on n'en a que 6 000 milliards. En France, c'est 300 milliards. Et donc, si on veut sortir, que Mistral passe devant OpenAI, que Pascal, Candela et Sebop deviennent des géants mondiaux demain, il faut sortir des dizaines et des centaines de milliards Et d'investissements. du financement privé. Hein. C'est du financement privé, mais il faut rajouter du financement public aussi. La grosse masse, ça sera évidemment du financement privé, mais le financement public aussi. 1/3 de notre budget de l'Union européenne, c'est la politique agricole commune, la PAC. Ouais, très bien, faisons la PIC, la politique d'innovation commune, avec au moins autant de budget dans les prochaines années. C'est ça qu'il faut faire. Emmanuel, de ton côté, le Village Baissé à Paris, 10 ans cette année, c'est presque autant que la French Tech.
Qu'est-ce que te remontent tes startups? Il y a 80 startups au village ici à Paris. Non, on a même 150 à Paris. D'accord. Et en tout, c'est 1000 qui sont accompagnés. Donc c'est vrai que nous, on est un peu un ETF du secteur parce que c'est à peu près 16% des entrepreneurs de la tech qui sont passés par le village. Alors, on a réussi à créer un écosystème incroyable pour dérisquer les projets entrepreneuriaux de la création à la création de PME de 15 personnes. Donc il y a les accélérateurs comme le village, voilà, mais il y a plein d'autres choses, il y a la BPI, la French Tech, etc. Maintenant, je pense qu'en plus des financements, il faut aussi de la méthode pour devenir des grandes entreprises. En fait, dans l'histoire économique, on le sait, pour devenir une grande entreprise, il faut de la méthode. On a de la chance, la tech, elle a 15-20 ans, il faut aller prendre les bonnes pratiques qu'on a vues à l'étranger, qu'on a vues en France, qu'on a vues en Europe, et l'appliquer. Et là, il faut des accompagnateurs particuliers. Moi, au village de Paris, j'accompagne des startups en création, des startups qui font 10-15 personnes, mais aussi des scale-up. Et le vrai sujet, c'est comment on arrive à faire en sorte qu'un entrepreneur qui a réussi une première histoire de 3 ans, il remette au pot avec son énergie assez folle et qui devienne un capitaine d'industrie pendant 30 ans. Voilà. Et pour le coup, ça fait appel à d'autres compétences, ça fait appel à des banquiers d'affaires, ça fait appel effectivement à des compétences de leadership, de management, et puis la capacité à faire les retours d'expérience de ce qui ne marche pas et des erreurs qu'on a vues dans le passé pour pouvoir les enseigner très rapidement. Qu'on a besoin de la recherche en sciences de gestion et on a besoin des accélérateurs. Ouais. Voilà. Merci Emmanuel. Vincent, concrètement, quel futur vous souhaitez pour la French Tech? Quelles mesures vous souhaitez pour la French Tech, vous qui avez accompagné ces 12 dernières années? Qu'est-ce qui manque? On dit souvent que voilà, l'amorçage, ça fonctionne assez bien, mais dès qu'on arrive à une taille critique, ça devient compliqué. Vous avez passé cette épreuve-là assez brillamment. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous souhaiteriez que soit mis en place comme mesures concrètes? Oui, mais je suis d'accord avec Paul Midi. On a besoin de plus de capitaux au niveau européen. On a besoin aussi, on en a parlé de ce 28e régime ou une sorte de Startup Act, qui est une sorte de statut un peu supranational qui nous permet d'aller beaucoup plus vite. Nous, on est leader européen, on est sur 7 pays en Europe, mais lancer chaque pays est à chaque fois en termes de législation très compliqué, donc c'est pas normal. Et la dernière chose, je pense, et là, je regardais nos données ce matin, nous, sur les 10 dernières années, on a fait 500 000 missions de freelance. Donc on a besoin aussi de talent, c'est-à-dire que je pense qu'on a contribué d'ailleurs à cet écosystème de la French Tech en permettant à des entreprises plus ou moins grandes d'accéder à ces talents. Parce qu'on va voir que finalement le cloud, la technologie, les LLM, etc. va quelque part un peu se commoditiser. Et la différence, on la fera toujours demain avec les talents. Donc nous, c'est ce qu'on fournit et c'est là où on a besoin d'être très bon avec nos universités, nos écoles, etc. en Europe. Paul, vous vouliez réagir? Je suis d'accord avec ce que dit Vincent et je vais aller un cran de plus. C'est-à-dire on a besoin de femmes. Parce que s'il y a un truc qui n'a pas bougé d'un poil, qui ne s'est pas amélioré en 10 ans, c'est la présence des femmes dans notre secteur de la tech et l'innovation. Et ça, c'est inacceptable. Dieu sait s'il y a des initiatives. Il y a plein d'initiatives, bien sûr, beaucoup de gens qui... Mais on n'a pas réussi à renverser la table sur le sujet, il faut être clair. Un sujet de fond, d'éducation, dès le plus jeune âge, dans les écoles, les collèges et les lycées. Ça commence dès le CP, les biais de genre sur les mathématiques, les matières scientifiques. Et donc ça, il faut y travailler. Mais vraiment, il faut être clair, il y a beaucoup de choses positives, mais il faut être clair que s'il y a un point noir, c'est qu'on n'a pas encore réussi à féminiser ce secteur, et c'est quand même la moitié de l'humanité, et on ne va pas se priver de la moitié des cerveaux disponibles sur la planète. Je suis d'accord sur l'éducation très jeune, on a besoin d'explications. ChatGPT, le chat de Mistral, c'est magique quelque part. Mais ce côté magique, ce n'est pas une bonne chose. On a besoin d'enfants qui comprennent ce qu'il y a derrière. Avec les biais, avec des fois les hallucinations, pourquoi c'est très bien, pourquoi des fois ça fonctionnera moins bien. Ça, on a besoin quelque part de revenir à des choses fondamentales, de mathématiques, de code, etc. Pour que, et y compris chez les femmes, je suis d'accord, pour qu'on crée une nouvelle génération de talents pour l'Europe et pour la France. Le mot de la fin avec Emmanuel. Oui, non, mais je souscris complètement au fait que cet écosystème dense qui se crée, il faut qu'il soit inclusif, parce qu'on a besoin des bras de tout le monde. Alors, il y a une inégalité du genre, mais aussi une inégalité de l'âge. Et aujourd'hui, j'ai signé la charte pour les plus de 50 ans dans la tech avec Alexandra de French Tech Grand Paris qui porte ce sujet avec un courage extrêmement fort, parce qu'il y a un jeunisme dans notre secteur qui est effectivement inadmissible. Et au village de Paris, on s'est engagé à faire quelque chose. C'est que dès la rentrée, on va faire des cohortes d'entrepreneurs de plus de 50 ans qu'on va jumeler avec des entrepreneurs de French Tech tremplin, donc qui sont issus de quartiers défavorisés, pour qu'il y ait du coaching pair à pair avec comment l'âge, on en fait une force
qu'on soit très jeune ou très vieux, on en fasse une force. On sera avec Paul dans 10 jours, on va nommer l'entrepreneur de moins de 25 ans, le meilleur entrepreneur de 25 ans de la tech française. Moi, je crois beaucoup qu'il faut embarquer les très jeunes et les plus âgés. Et si on s'y met tous, on va les sortir, les fameux licornes, les fameux 5-6 licornes et les 3-4 millions d'emplois qui nous manquent. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que je vais pouvoir rester quelques années de plus au Village by CA à Paris. Merci messieurs d'avoir participé à cette première émission d'On refait Vivatech ici dans les conditions de direct sur le stand du Village by CA du Crédit Agricole. On se donne rendez-vous dès demain pour une prochaine émission qui sera consacrée à la santé et au bien vieillir. On en parlait à l'instant avec des invités comme WeThings, un futur, on espère, géant français de la tech et européen. On va parler de chirurgie grâce à l'Apple Vision Pro. Soyez rendez-vous avec la start-up Clear Surgery. Et on va parler lutte contre le cancer avec la start-up Cure 51, une mission qui s'annonce passionnante. Soyez au rendez-vous demain 19h sur la chaîne YouTube de Refait le Mac. C'est tous les soirs, c'est facile, jusqu'à samedi, soyez au rendez-vous. Rendez-vous donc demain à 19h. Merci encore pour votre fidélité et à demain soir. Salut.